Bonjour, nous sommes les petits reporters de la science et nous allons vous parler de la physique quantique. Nous avons rendu visite à un chercheur s'appelant Hugues Pottier qui travaille sur la physique quantique. Bonjour. Bonjour. J'ai une question. Quand on est allé au laboratoire, mais avant d'entrer, au début, vous nous avez montré comme une sorte de grand réservoir. Il y avait quoi dedans ? Ah oui, j'ai montré devant le laboratoire sur le côté, il y a effectivement un grand réservoir blanc qui est haut comme 2 étages. Et c'est un réservoir dans lequel on a de l'azote liquide. Qu'est-ce que c'est l'azote ? L'azote, c'est un élément chimique qui est présent dans l'air de manière abondante. C'est-à-dire que essentiellement 80% de l'air, c'est de l'azote. Donc c'est à l'état gazeux, c'est quelque chose qui existe en très grande quantité sur Terre. Donc l'azote, ça vient du ciel ? L'azote, c'est ce qu'il y a dans l'air. Quelles sont les propriétés alors ? Alors nous, on l'utilise pour le fait que quand on le liquéfie, ce qu'on peut faire très facilement, il est très très froid. Il est à peu près à moins 200 degrés Celsius. Sa température, c'est ça ? Waouh ! C'est la température de l'azote liquide en train de bouillir. À quoi ça sert ? Ça sert justement à refroidir des choses, à refroidir des expériences, parce qu'on fait beaucoup d'expériences dans mon labo qui sont à très très basse température. Pourquoi faire ? C'est pour pouvoir faire des expériences de physique quantique. Comment en avoir et comment on conserve ? Alors, pour fabriquer de l'azote liquide à partir de l'azote, on fait simplement ce qu'on appelle des détentes de gaz, c'est-à-dire qu'on comprime de l'azote. Quand on comprime un gaz, ça le chauffe. Alors après, on attend que la chaleur s'en aille. Et après, on le fait sortir par un petit orifice. Donc là, après, c'est l'inverse de la compression, c'est la détente. Et en se détendant, il se refroidit. Et on fait ça plein de fois à la suite, jusqu'à ce que finalement, l'azote se liquéfie. Vous nous avez aussi montré une sorte de... vous nous avez dit frigo, mais c'est pas comme les nôtres. Et on met quoi dedans ? Ouais, on fait nos expériences dans des frigos à très très basse température. En fait, tout près du zéro absolu. La température la plus basse qui existe. Le zéro absolu, c'est moins 273 degrés. Et nous, nos expériences, on les fait à 1/100 de degré au-dessus du zéro. Donc c'est très très froid et pour atteindre ces températures, il faut des frigos très spéciaux qui sont ce qu'on appelle des frigos à dilution et qui sont des machines qui ne sont pas énormes finalement, hein, vous en avez vu. Elles font à peu près 2 mètres de haut, quelque chose comme ça, 80 cm de diamètre. Et elles sont conçues comme, un peu comme des poupées russes. Il y a plein de cylindres qui sont les uns dans les autres pour se protéger de la température extérieure. Et puis à l'intérieur, il y a toute une structure métallique qui permet d'atteindre, avec une circulation d'un mélange d'hélium, de 2 types d'hélium, qui permet d'atteindre ces très basses températures. Et donc dans ces frigos, nous on refroidit des circuits électroniques qu'on a fabriqués dans notre labo, qui sont en métal supraconducteur. Quand on a vu les frigos, il y avait un peu de doré. Et pourquoi il y avait du doré ? Oui, effectivement, les métaux qu'on utilise pour fabriquer nos frigos, c'est essentiellement du cuivre, parce que le cuivre, ça transporte très bien la chaleur. Mais le problème du cuivre aussi, c'est qu'à l'air libre, il s'oxyde. Et donc, on a un moins bon contact thermique entre le cuivre et ce qu'on veut fixer dessus, qu'on veut refroidir, à cause de cet oxyde à la surface du cuivre. Et donc, pour éviter qu'il s'oxyde, on le couvre d'une très mince couche d'or.
Donc c'est de la vraie dorure, un peu comme on fait des dorures sur les hauts des grilles des jardins parisiens. Les pointes, souvent, elles sont dorées, ou alors, si vous allez dans les musées, il y a souvent des cadres qui sont dorés avec des feuilles d'or. Donc nous aussi, c'est des couches d'or très très fines qui sont là pour éviter que le cuivre s'abîme. On met quoi dedans et pourquoi? Donc dedans, on met les circuits électriques qu'on veut mesurer à très basse température pour faire des expériences de physique quantique avec des circuits électriques. Les frigos, quand vous les achetez, c'est vraiment que les scientifiques qui peuvent acheter ou les gens normaux, qui sont pas scientifiques, peuvent-ils les acheter ou pas? Quelqu'un de très riche pourrait décider de mettre ça dans sa cuisine, mais d'abord, il n'en aurait aucune utilité. Ensuite, ça prendrait beaucoup de place. Et ensuite, il lui faudrait une installation électrique très puissante, qui n'est pas une installation standard d'une cuisine. Et en plus, ça fait du bruit, donc il aurait des problèmes avec ses voisins. Parce que vous avez entendu que ça faisait du bruit, ces frigos, quand ça fonctionnait. Mais quand on est allé dans une autre salle, on a vu des microscopes. Mais c'était quel genre de microscope? Pourquoi il y en avait plusieurs? Ça ne suffirait pas? Il y a des microscopes de différents types. Il y a des microscopes optiques, qui sont un peu ceux auxquels on est habitué quand on pense à microscope. Un peu comme ceux qu'on a aussi dans les écoles, qui permettent de regarder des choses à une échelle relativement grande. Alors dans le labo, on a des loupes binoculaires, qui sont des microscopes qu'on peut regarder avec les deux yeux. Donc on peut voir le relief, et puis dans ces microscopes, on peut, en tournant un bouton, changer le grossissement. Et la distance entre l'objet qu'on regarde et le microscope est assez grande, donc on peut manipuler quelque chose, on peut avoir des pinces qui viennent, où on attrape, où on tourne, etc. Donc ça, c'est des microscopes pour grossir, mais pas énormément, mais ça reste très pratique. Ensuite, il y a des microscopes optiques avec un objectif, enfin avec quelques objectifs qu'on peut choisir, qui grossissent entre 20 fois et 200 fois, en gros. Et cela, donc la distance entre l'objectif et l'objet qu'on regarde est très très faible. Là, on ne peut pas mettre quelque chose entre l'objectif et ce qu'on regarde. Par contre, ça grossit beaucoup et on arrive à voir jusqu'à une échelle de l'ordre d'un micron. Donc un millionième de mètre. Et puis alors les microscopes très spéciaux qu'on a, c'est les microscopes électroniques. Un microscope électronique, ça ne fonctionne pas avec de la lumière, ça fonctionne avec des électrons, c'est pour ça qu'il s'appelle électronique. Et ça permet de voir à une échelle beaucoup plus petite, jusqu'à peu près 1/100 de micron. Et ça nous sert non seulement à regarder les circuits qu'on fabrique, mais ça va nous permettre de fabriquer des circuits qu'on va mesurer. Donc c'est des microscopes qu'on utilise aussi comme appareil pour écrire dans des résines et dessiner les circuits. Mais quand on a vu les microscopes électroniques, ils étaient très gros. Pourquoi ils sont aussi gros? Alors, ils sont gros pour deux raisons. D'abord, ils fonctionnent avec des électrons qu'on accélère. Donc, il faut une certaine distance pour accélérer les électrons. Et ensuite, il faut réussir à former un faisceau d'électrons qui est très très fin. Et donc, ça, il y a une série de lentilles magnétiques qui sont mises sur le chemin des électrons. Et il en faut plusieurs pour faire un faisceau très très fin et qu'on arrive à envoyer à l'endroit qu'on veut. Donc ça, c'est la colonne. C'est une espèce de colonne verticale qui fait à peu près 50 cm de haut. Et puis ensuite, il y a une chambre dans laquelle on met l'objet qu'on veut regarder. Et le microscope électronique, il fonctionne sous vide. Donc, pour faire une enceinte à vide, il faut un certain volume. Et puis, dans cette enceinte à vide, il y a des détecteurs d'électrons qui permettent de faire les images. Et ensuite, il y a un plateau pour mettre l'objet qu'on regarde, un plateau qui peut se déplacer avec des petits moteurs. Et c'est pour ça que l'ensemble est assez gros, mais ça reste modeste. C'est plus petit qu'un réfrigérateur à dilution.
Tout à l'heure, vous nous avez dit que vous travaillez sur la physique quantique. D'où vient ce mot ? Alors, quantique, ça vient de quantum. Les quantas, c'est les petits morceaux de quelque chose. Donc, la base de la physique quantique, c'est que les niveaux d'énergie, l'énergie que prend un système, ne peut pas prendre toutes les valeurs de manière continue, mais il y a des valeurs autorisées. Donc, entre ces valeurs, ce qu'on appelle, il y a des quantas, des petites quantités discrètes et non pas continues. Si on imaginait par exemple l'image qu'on a des planètes ou des satellites, on va parler plutôt d'un satellite qui tourne autour de la Terre. Un satellite qui tourne autour de la Terre, on peut le mettre à n'importe quelle altitude. On peut changer son altitude de 5 cm, c'est tout à fait autorisé. Si on regarde maintenant les orbites des électrons autour des noyaux, dans les atomes, eh ben en fait, elles peuvent pas être à n'importe quelle altitude. Il y en a à différentes distances, et entre ces différentes orbites, il n'y a pas d'orbite autorisée. Donc, c'est comme si la nature connaissait des échelles et pas tellement des pentes douces. Mais c'est quoi du coup la différence entre la physique classique et la physique quantique ? Alors la physique quantique, c'est une branche de la physique qui s'est développée au XXe siècle. Et c'est pour comprendre la matière à une échelle toute petite, à l'échelle des atomes. Et c'est pour comprendre la lumière. Donc, par exemple, avant le développement de la physique quantique, on ne savait pas pourquoi cette table-là, qui est ici, quand j'appuie mon doigt dessus, mon doigt ne passe pas à travers. C'est quand même un problème. On ne savait pas. Je signale que tout le monde autour de la table est en train de poser son doigt sur la table pour essayer de le faire passer à travers, quoi. Hein, je signale. On ne savait pas pourquoi il y a des couleurs. On ne savait pas ce qui faisait que certaines choses étaient vertes et d'autres étaient bleues. On ne savait pas pourquoi il y a des métaux et il y a des isolants. Donc il y avait beaucoup de choses comme ça qu'on ne comprenait pas. La première question qu'on s'est posée, d'ailleurs, qui a amené au développement de la physique quantique, c'est pourquoi est-ce que quand on chauffe un bout de métal, il change de couleur ? Et quelle couleur il obtient ? D'abord, il devient rouge, puis il devient jaune, puis blanc. Et la manière dont ces couleurs changeaient, on considérait même à un moment que c'était la seule question à laquelle la physique n'avait pas trouvé de réponse. On se disait, c'est le dernier problème, une fois qu'on aura compris ça, on aura tout compris. Et donc, c'est un physicien allemand qui s'appelle Max Planck qui, pour résoudre ce problème, a supposé que l'énergie ne pouvait pas varier de manière continue, mais qu'il y avait des petits quantas, des petites échelles dans les variations de l'énergie. Et d'ailleurs, la taille de ces barreaux d'échelle, c'est la constante de Planck, parce que c'est Max Planck qui l'a introduite. Et elle s'appelle H. Alors c'est amusant, ça s'appelle H parce que c'est pas H comme Planck, parce que ça s'appellerait P si c'était d'après son nom. Mais ça s'appelle H parce que pour lui, c'était quelque chose pour l'aider à faire son calcul pour arriver au bon résultat. Et aider en allemand, parce qu'il était allemand, ça se dit helfen, avec un H. Donc sa constante pour aider au calcul, il l'a appelée H. Il aurait été français, il l'aurait appelé A parce que c'est pour aider. Et maintenant, ça s'appelle toujours H, la constante de Planck. Qu'est-ce qui relie le frigo, l'azote liquide, le microscope, la lithographie, la physique quantique, etc. Tout ça, c'est tous les éléments qu'on a besoin de combiner pour faire nos expériences. Donc on a besoin de fabriquer nos circuits. Donc pour ça, on utilise la lithographie électronique. On fait des évaporations de métaux, ça vous n'avez pas vu, mais il y a des pièces pour évaporer les métaux et fabriquer nos circuits en métal. Il y a donc une grosse partie de notre travail qui est fabriquer nos circuits. Ensuite, il faut qu'on les refroidisse.
Donc pour ça, il y a l'azote liquide, il y a les frigos, nos frigos à dilution. Et puis après, il y a tous les appareils qui sont dans nos labos. Et il faut combiner toutes ces techniques de types très différents. J'ai parlé aussi de la fabrication des pièces pour fixer les éléments dans nos frigos par l'atelier de mécanique. C'est en combinant toutes ces choses très très différentes qu'on arrive à faire des expériences de physique pour comprendre la physique quantique dans les circuits électroniques, qui est notre sujet de recherche. Donc ça, c'est ce qui fait que je trouve le métier de physicien est un métier très 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 beau, très sympathique à faire, très agréable. C'est parce qu'on fait plein de choses très très différentes. On n'est pas tout le temps en train de faire la même chose tous les jours. Il y a des jours où on passe notre temps en salle blanche à fabriquer des échantillons. Il y a des jours où on est en train de dessiner des pièces pour pouvoir faire l'expérience. Il y a des jours où on est en train de réparer notre frigo à dilution parce que quelque chose se passait mal dans le refroidissement. Et puis, il y a des jours où on est en train d'écrire des articles. Il y a des jours où on est en train de faire des calculs. Chaque jour est différent. Et même dans une même journée, on fait plein de choses très très différentes. Et quand il y a un truc qui ne marche pas, on passe à un autre. Et en revenant ensuite sur la première, ça marche en général beaucoup mieux qu'en restant obsédé par un problème tout le temps. Donc cette variété, c'est quelque chose qu'on a à une échelle quand même très très grande dans ce métier, dans le métier de chercheur de manière générale. Et il y a une chose dont on n'a pas parlé, vous avez peut-être remarqué que dans le labo, on ne voit pas beaucoup de femmes. Et ça, c'est très dommage, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas des physiciennes autant que des physiciens. Alors, il y a deux phénomènes. D'abord, les femmes qui font de la physique, elles vont dans des groupes de recherche dans lesquels il y a beaucoup de femmes, parce qu'elles ne veulent pas être avec que des mecs. Donc ça se comprend. Mais de manière générale, quand même, il n'y a pas de raison de penser que la recherche, et la recherche en physique en particulier, c'est pas pour les femmes. Et en fait, si là, on est en groupe avec 3 jeunes filles, et je vous encourage à faire de la physique parce que vous serez vraiment très bienvenus. Et justement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes en physique, les portes vous seront grandes ouvertes. Voilà. Donc, si vous voulez revenir dans mon labo pour faire des stages quand vous serez plus grande, vous êtes bienvenus en particulier. J'en profite pour faire de la pub. Ok. Pourquoi avez-vous choisi d'être scientifique ? J'ai choisi d'être scientifique parce que les matières scientifiques m'ont toujours plu quand j'étais enfant. Et en particulier, j'aimais beaucoup la physique, moins la chimie. Et donc, j'avais envie d'approfondir et de passer mon temps en fait, à faire de la physique pour en faire mon métier. Quelle étude avez-vous fait ? Alors, après, j'ai passé un bac scientifique. Et après, j'ai fait ce qu'on appelle les classes préparatoires. Et ensuite, je suis entré dans une école qui est vraiment faite pour faire de la recherche ou de l'enseignement, qui est l'école normale supérieure. Et après ça, j'ai fait à l'université ce qu'on appelle maintenant un master. Donc, c'est la fin des études scientifiques. Et ensuite, j'ai fait une thèse. Quelle était cette thèse ? Oui, ma thèse, c'était dans le même laboratoire que celui où je suis maintenant. Et cette thèse, elle consistait à comprendre s'il était possible de faire un circuit électrique dans lequel on transporte les électrons. Les électrons, c'est ce qui porte le courant électrique. Mais si on pouvait les transporter un par un. Expérience ou théorie, c'est la thèse. Alors, expérience ou théorie, oui, en fait, pendant ma thèse, j'ai fait à la fois des expériences et de la théorie. Au début de la thèse, c'était un sujet qui était complètement nouveau. Et donc, on ne comprenait pas grand-chose. Et en plus, les outils dont on avait besoin pour faire les expériences, on ne les avait pas encore bien mis au point au labo. Donc, on faisait beaucoup de préparation d'expériences. Et en même temps, on lisait des articles et on faisait des calculs pour comprendre quels seraient les phénomènes qu'on observerait peut-être. Et donc, en fait, les premiers articles que j'ai écrits, c'était des articles théoriques. Puis ensuite, j'ai fait des expériences. Où travaillez-vous ? Je travaille dans un laboratoire qui est à 25 km au sud de Paris,
sur le plateau de Saclay. Et c'est un labo qui est au CEA et qui est une unité mixte de recherche avec le CNRS. Et à quoi ressemble votre labo et comment fonctionne-t-il? Ah, ça, c'est une vaste question. C'est un bâtiment en briques de 2 étages dans lequel travaillent à peu près 150 personnes. La moitié, c'est des permanents et la moitié, c'est des étudiants qui sont soit en thèse, soit ce qu'on appelle post-doc, c'est-à-dire qu'ils viennent de finir leur thèse et ils viennent pour 2 ans dans un labo différent de celui de leur thèse pour se perfectionner. J'ai une question. Que Oui. veut dire CEA? Ça veut dire Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Merci. Depuis combien de temps vous faites ce métier? J'ai commencé ma thèse en 88, donc c'était il y a 36 ans. Et depuis, vous avez quel âge? J'ai 36 ans de plus que quand j'ai commencé ma thèse. Et à cette époque, j'avais 21 ans. Je te laisse faire le calcul. 57 ans. Bravo. Quand on est arrivé au labo, on a vu un grand tableau d'affichage avec le nom, les prénoms et les photos de toutes les personnes qui travaillaient. Et on a remarqué plusieurs catégories. Et vous étiez dans la catégorie qui s'appelait Quantronique. Qu'est-ce que cela signifie? Quantronique, c'est le nom de notre groupe de recherche. Et c'est un mot qui est fabriqué à partir d'électronique quantique. Parce qu'on fait des circuits électroniques quantiques. Donc quand on met ça à l'envers, quand on prend la moitié des 2 mots, ça fait quantique électronique. Ou en anglais, parce qu'on a le nom anglais aussi, Quantum Electronics. Donc en anglais, on dit qu'on s'appelle Quantronics. Nos articles, c'est signé Quantronics Group. Groupe Quantronique. Entre nous, on dit Quantro. Et quels sont les autres groupes? Alors, il y a beaucoup d'autres groupes dans le service, le labo où on est, ça s'appelle un service. Et il y a un très grand groupe qui fait du magnétisme. Et il y a un autre très grand groupe qui s'appelle le Sphinx, où ils font ce qu'on appelle de la matière molle, c'est-à-dire plein de choses qui n'ont rien à voir avec la physique quantique. Ça, c'est le point commun. Dans notre labo, il y a ceux qui connaissent la physique quantique et il y a des autres. Et donc, eux, ils travaillent plutôt sur la turbulence, c'est-à-dire ce qui arrive dans les fluides, en particulier des fluides dans lesquels on impose la création de tourbillons. Par exemple, ils ont une expérience très grande dans laquelle il y a une grande cuve de plusieurs mètres cubes d'eau. Et puis en bas et en haut de la cuve, il y a des turbines qui tournent dans des sens opposés. Et quand ils font ça, ça fait plein de tourbillons. Et ils essayent de comprendre ces tourbillons et de savoir comment se dissipe l'énergie dans cette grande cuve. Et c'est relié à la question de comprendre le champ magnétique terrestre. Une petite question. Mais pourquoi vous prenez pas votre retraite? Là, ça fait 36 ans que vous travaillez. Ah bah ouais, mais il y a eu une réforme des retraites, tu sais. Non, et surtout, il faut savoir que les chercheurs, ça fait partie de cette catégorie de gens qui n'aiment pas ne pas travailler. Donc les gens restent le plus longtemps possible. Voilà. Et en moyenne, les gens partent à la retraite dans mon labo vers 65 ans. Mais il y en a qui ont plus de 70 ans et qui viennent encore. Il y en a beaucoup qui sont retraités et qui viennent encore au labo. Quelles expériences êtes-vous en train de faire en ce moment? En ce moment, je suis en train de faire une expérience qui consiste à faire un circuit quantique mixte qui mélange 2 types de circuits quantiques qu'on a fabriqués dans le passé. Des circuits quantiques qui sont basés sur des tout petits fils semi-conducteurs placés entre 2 supraconducteurs, dans lesquels il y a des états microscopiques qui ont des propriétés qu'on a bien compris maintenant par beaucoup d'expériences. Et puis un autre type de circuits quantiques qui sont beaucoup plus simples dans le principe et qui sont très bien explorés aussi séparément. Mais là, on essaye de combiner les 2 types de circuits quantiques
Et on pense que ça fait une combinaison qui est mieux que chacun des deux pris séparément. Merci d'avoir répondu. Quel est le nom de la pièce de théâtre que vous jouez ? Elle s'appelle Supraconducteur. Et vous nous avez hier parlé que vous utilisiez de l'azote liquide pour cette pièce. Oui, là, dans cette pièce de théâtre, on raconte avec un acteur de théâtre, Michael Chouquet, on raconte l'histoire de la supraconductivité depuis sa découverte jusqu'à ce qu'on en fait maintenant dans mon laboratoire. Et donc, on utilise l'azote liquide au début et à la fin. Au début, c'est quand on rejoue l'expérience qui a été faite initialement pour la découverte de la supraconductivité, qui était une expérience à très basse température. Il y avait de l'azote liquide, mais pas seulement. Mais quand on joue l'expérience de manière théâtrale, on trempe quelque chose dans l'azote liquide, ça fait beaucoup de fumée. Donc c'est bien pour le théâtre. Et puis à la fin, on fait... au milieu, on fait aussi une expérience avec de l'azote liquide qui est celle que je vous ai montrée hier, qui est celle de la lévitation supraconductrice d'une petite pastille noire d'une céramique supraconductrice. Et tout à la fin du spectacle, on utilise encore l'azote liquide pour montrer de la lévitation supraconductrice avec un petit train. Donc on a en fait un rail fait avec des aimants qui a à peu près une taille de 50 cm sur 40. Un rail circulaire, ça a un peu la forme d'un hippodrome. Et puis dessus, on fait flotter une plaquette supraconductrice qui est en lévitation et donc qui tourne sur le rail comme ça. Ça fait comme un train. Ça, c'est un peu le clou du spectacle, à la fin. On a une question. Je ne sais pas si vous vous rappelez, hier, on avait fait l'expérience scientifique quand vous avez renversé l'azote dans le gros bac, là. Oui. Vous avez dit, on est en train de toucher des nuages, enfin. Oui, c'est-à-dire ce qu'on voit au-dessus de l'azote liquide, c'est de l'eau qui se condense dans l'air. C'est la même chose que les nuages. Ça fait une espèce de... Ce qu'on voit comme de la fumée, une fumée blanche, c'est la même chose que les nuages qui sont dans l'atmosphère. Quel rôle jouez-vous dans la pièce de théâtre ? Je joue le rôle du scientifique. C'est-à-dire que Michael joue le rôle un petit peu de celui qui est le naïf, qui pose des questions, qui essaye de comprendre. Et puis, moi, je raconte l'histoire. Et puis aussi, je joue le rôle... D'abord, le rôle de Kamerlingh Onnes, qui est la personne qui a découvert la supraconductivité. Et puis, à un autre moment, je joue le rôle d'un électron. Et Michael joue le rôle d'un deuxième électron, parce que dans la supraconductivité, les électrons se mettent par paire. Ils se mettent deux par deux et ils font une espèce de danse, donc on danse ensemble. On est deux électrons et on a des t-shirts qui représentent des électrons. Merci Hugues. Merci, Monsieur Hugues. Merci pour vos questions et pour votre curiosité. Merci de nous avoir écoutés. Un immense merci à Hugues Potier et à l'équipe du groupe Cantronix, au service de physique de l'état condensé et au CEA Paris-Saclay. Nous sommes Sophia, Ambroise, Ayoub, Almeida, Swalio, Brian, Mila et Alix. Ce projet a été encadré par le Centre Paris-Anime Binet, les bibliothèques Robert Sabatier et Jacqueline de Romilly et les Petits Débrouillards. Merci de votre écoute et à bientôt.